Merci. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis très très heureux et très ému de présenter devant vous après une performance aussi émouvante. Donc, la révolution tunisienne et la révolution égyptienne ont permis, entre autres choses, de rétablir la liberté d'expression. Et cette liberté, avec la fin de la censure qu'elle a entraînée, va permettre mécaniquement, va faire augmenter la quantité de contenus qui sont produits par les Égyptiens et les Tunisiens qui peuvent dorénavant s'exprimer comme ils l'entendent. Et ce mouvement-là, en parallèle avec une évolution qu'on a depuis le début de la société de l'information et de la communication, il y a une vingtaine d'années, qui produit de plus en plus de contenu, amène à ce qu'on pourrait appeler l'infobésité. C'est-à-dire qu'on est noyé sous un flot de contenu. Tous les jours, sur Twitter, on a une vingtaine de gigaoctets de données qui sont produits uniquement avec les tweets. Sur Facebook, c'est de l'ordre de 70 téraoctets de données. Et dans toute cette information, cette nouvelle quantité va complètement changer la donne des médias traditionnels. Auparavant, c'était assez facile de distinguer les journalistes, de savoir comment était produite l'information, puisqu'on avait les journalistes qui venaient récolter les faits, ils étaient clairement identifiés avec des marques. Ils avaient aussi physiquement des cartes de presse, et on les voyait, comme là sur cette image, on les voyait sur une estrade. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, puisque tout le monde est potentiellement un média, tout le monde a un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Flickr ou YouTube, qui permet de publier directement comme les journalistes. Au-delà de ça, et cette photo d'Obama n'est pas prise par hasard, les hommes politiques aussi sont devenus des médias. Quand Obama a des millions de fans sur Facebook, il peut les toucher directement et contourner complètement l'écosystème médiatique traditionnel. Donc les hommes politiques sont devenus des médias, les entreprises sont devenues des médias, les ONG sont devenues des médias, et tout le monde est aujourd'hui un média. Le problème qui se pose au-delà de ça, c'est que les contenus qui sont produits ne le sont pas forcément sous une forme très intelligible. Là, j'ai pris quelques minutes de la timeline Tunisie sur Twitter hier, et qu'est-ce qu'on constate quand on lit les tweets un par un? C'est qu'il est assez difficile de trouver de l'information intéressante. On est face à une véritable avalanche de contenu, et c'est dans cette avalanche de contenu que les journalistes d'aujourd'hui vont devoir trouver l'information. Tout à l'heure, je parlais de 70 téraoctets qui étaient produits sur Facebook chaque jour. Un journal quotidien type Le Monde, ça fait entre 1 méga et 10 mégaoctets de données. Donc le journaliste va devoir synthétiser par un facteur de 100 millions l'information qui est produite pour donner une information digérable par l'utilisateur final. Au-delà de ça, il y a un autre problème qui se pose, c'est que l'information hier, c'était du texte, de la vidéo, du son. Aujourd'hui, de plus en plus, l'information arrive sous forme comme ça, de base de données. Là, c'est un extrait des documents qui ont été mis en ligne par Wikileaks concernant l'Afghanistan. Et on constate que quand on fouille à l'intérieur, si on les lit un par un, il est très difficile de trouver du sens là-dedans. Et c'est pour ça que les journalistes doivent acquérir des compétences de data mining. Ça veut dire être très bon en langage tel MySQL, être bon avec les logiciels comme Access ou comme Excel. Et c'est comme ça que les journalistes du Guardian, New York Times et Spiegel ont réussi, comme là on le voit sur un détail des documents Wikileaks concernant l'Irak, à mettre à jour des données pertinentes. Au-delà du niveau micro qu'on a dans les données, il faut aussi élargir le cadre et aller au niveau macro avec de l'analyse de tendance. Et pareil, pour reprendre l'exemple de Wikileaks, c'est comme ça que les journalistes ont pu montrer que la situation en Afghanistan empirait de mois en mois, et ce qui mettait complètement à bas le discours des puissances occidentales sur la question. Dans le même ordre d'idée, on a aujourd'hui une start-up allemande qui utilise les données envoyées par les GSM pour prédire les bouchons, puisque les GSM sont connectés en permanence maintenant. On peut, en estimant la vitesse, savoir comment les bouchons vont se former. Les journalistes peuvent utiliser le même genre de données, et c'est particulièrement pertinent dans le cadre de révolution, par exemple, où on peut dire combien il y a de manifestants à tel endroit, où est-ce qu'ils vont, et c'est aux journalistes de faire ce travail-là. Maintenant, toutes les données ne sont pas disponibles en ligne, et il faut parfois aller les chercher soi-même avec l'aide de sa communauté, et c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, on en reparlera tout à l'heure. Là, il y a l'exemple d'un site indien qui s'appelle ipadbribe.com, où les utilisateurs peuvent venir et dire j'ai payé un pot de vin à telle heure, tel endroit, à telle personne pour tel problème. Et du coup, ça fait que c'est la première base de données concernant la corruption, la petite corruption en Inde. Et ce genre de crowdsourcing est tout à fait applicable à la Tunisie. Je lisais l'autre jour un article dans Nawat sur l'état de l'hôpital tunisien. Et on pourrait tout à fait imaginer demander aux Tunisiens quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, dans quel hôpital, dans quel secteur, avec quel médecin. Et cet exemple n'est pas anodin parce qu'en 2008, en Serbie, il y a une blogueuse qui a demandé aux jeunes mères ce qu'elles pensaient des conditions de leur accouchement.
Et très rapidement, elle a recueilli des centaines de témoignages qui mettaient le doigt justement, qui disaient quel docteur prenait des pots de vin, quelles étaient les maternités où on était les mieux soignés. Et du coup, avec ça, elles ont réussi à aller faire une pétition au ministre de la Santé et à faire vraiment changer les choses. Et c'est pour ça, une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a essayé de le résoudre avec une communauté, il faut, à mon sens, arrêter le gotcha journalism. Gotcha journalism, c'est quoi? C'est le journalisme où j'identifie un problème, je le pointe du doigt, je dis ça va pas, et je passe au suivant sans rien faire. On peut dire que essayer de changer les choses quand on est journaliste nuit un peu à l'objectivité, mais d'un autre côté, quand Greenpeace fait une enquête sur les composants électroniques des ordinateurs en disant qu'ils sont dangereux pour l'environnement, c'est du journalisme. Et c'est pas pour ça que Greenpeace va pas essayer de changer les choses. Lorsque la Quadrature du Net en France fait une enquête sur le traité ACTA sur la propriété intellectuelle, c'est aussi du journalisme. Et c'est pas pour ça que la Quadrature du Net va pas faire en sorte que ce traité ne soit pas signé. Donc il faut que le journaliste de demain parte d'une identification d'un problème, qu'il le prouve et qu'il cherche à le résoudre avec une communauté. Et c'est pour ça qu'il faut devenir des architectes de l'information, non plus des journalistes qui écrivent un article par jour, mais vraiment arriver brique par brique à faire en sorte de résoudre les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut ramener des compétences ensemble, il faut passer à un journalisme en mode projet. Là, j'ai parlé de data mining, de trend analysis, de crowdsourcing, et pour ça, il faut des statisticiens, il faut des architectes de bases de données, il faut des designers, des ergonomes, et tout ça, le journaliste, ça devient un chef de projet qui rassemble autour de lui les meilleures compétences pour résoudre un problème de société. Et ça permet aussi au journalisme d'expérimenter sur de nouveaux terrains, notamment ce qu'on peut appeler les beaux médias. Vu qu'on est libéré de la périodicité en ligne, on peut aller très loin dans le renouveau et faire appel à des nouveaux corps de métier. Là, vous avez la une d'OVNI pour la journée de la femme, par exemple, où on a travaillé avec une photographe de studio, et c'est la photo en elle-même qui fait réfléchir l'utilisateur. Comme ça, on peut s'adresser directement à l'intelligence visuelle des internautes. Là, on a aussi un autre exemple où on cherche à évaluer la taille de l'Afrique par rapport à d'autres pays. On aurait très bien pu le faire avec un texte en parlant de millions de kilomètres carrés. On aurait pu le faire avec une infographie traditionnelle qui compare la taille des pays côte à côte. Mais là, on a rajouté une dimension artistique. Et c'est ça qui permet de transformer la manière dont on raconte l'info. Et tous ces outils qui permettent de faire ces visualisations-là, aujourd'hui, sont de plus en plus faciles à utiliser. Ils sont gratuits souvent, ils sont en ligne. Il faut que les journalistes aillent les essayer, qu'ils se transforment en hackers. Le hacker, c'est pas le pirate informatique comme on essaie de le faire croire dans les médias français. C'est celui qui bidouille, c'est celui qui innove, c'est celui qui prend un outil qui existe et qui va le réutiliser pour résoudre un nouveau problème. Et évidemment, quand on parle de journalisme sur Internet, le hacker, c'est celui qui connaît le code, donc il faut que les journalistes travaillent avec des développeurs, avec des codeurs. Maintenant, le problème, c'est que les exemples que j'ai cités jusque-là, la plupart d'entre eux émanent pas de médias traditionnels. Donc les développeurs peuvent très bien devenir des journalistes aussi. OVNI, c'est un média qui a été créé par des développeurs, mais il y en a d'autres. Et il se peut très bien demain que ce soit les hackers, les développeurs, comme Julian Assange l'a montré, qui prennent ce rôle de quatrième pouvoir aux dépens des journalistes, ce qui serait quand même dommage considérant l'expérience qu'ont les journalistes, que peuvent proposer les journalistes. Là, j'ai parlé de création de contenu. Maintenant, je passe à la diffusion du contenu, qui est une autre des missions du journalisme. Et il faut évidemment trouver l'utilisateur où qu'il se trouve. Donc, bien sûr, aller sur les plateformes mobiles. Donc, le web mobile, on en parle depuis un certain temps. Il met du temps à arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut aller chercher tous les utilisateurs. En Tunisie, par exemple, il y a 95% des personnes qui ont un GSM classique. Pourquoi ne pas leur proposer des contenus par SMS, pousser et récupérer de l'information par SMS? Il faut aussi s'habituer aux nouveaux écrans. Là, on a l'iPad. On a vu qu'en un peu plus d'un an, l'iPad a complètement révolutionné la manière dont l'information était consommée. Mais demain, on va avoir les AMOLED de Samsung qui sont des écrans souples et tactiles. Donc on pourra imaginer avoir des écrans tactiles sur les vêtements, sur les meubles, sur les murs. Et là, il faut que les journalistes s'habituent à proposer des contenus pour ce genre d'expérience aussi. Il faut aussi s'adapter aux usages. Aujourd'hui, l'information elle est consommée dans des réseaux comme Facebook, comme Twitter. Là, l'exemple de Rockville Central, c'est un site américain qui ne publie que sur Facebook, qui a complètement arrêté son site. Donc il faut que les journalistes soient prêts à faire ça aussi. On va bientôt avoir aussi l'émergence du web des objets. Là, les télés dans les transports, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans pas mal de pays. Sauf que demain, la télévision va être capable de communiquer directement avec le téléphone portable. Et pour rester sur cette idée de transport en commun,
On peut très bien imaginer que demain, quand le bus tombe en panne, le média il va proposer à l'utilisateur des informations services en lui disant, en fonction du trafic qu'il y a dans la rue, si c'est plus rentable pour lui d'attendre dans le bus, d'aller à pied ou de prendre le taxi. Et en même temps, proposer des enquêtes pour lui faire comprendre pourquoi le bus s'est arrêté. Est-ce que c'est parce que la régie de transport est mal gérée? Est-ce que c'est parce qu'il y a du matériel obsolète? Donc tout ça, c'est en enrichissant l'expérience de consommation de contexte, les médias vont arriver à devenir beaucoup plus pertinents pour l'utilisateur. Et les scénarios de consommation média vont se diversifier encore plus avec l'apparition de la réalité augmentée. Et c'est pas pour autant qu'il faut oublier les formats traditionnels en papier, en radio ou en télé. Là, Politico, c'est un blog américain qui est devenu, au fil des années, un journal en papier qui publie à des milliers d'exemplaires à Washington. Donc quand on voit ce tour d'horizon de tout ce qui s'offre au journalisme de demain, on peut se poser la question de savoir si les journalistes vont devoir s'occuper eux-mêmes de la distribution. Aux États-Unis, il y a certains médias qui possèdent les camions de distribution, mais en Europe, la plupart des médias ont externalisé l'impression et la distribution. Et on peut très bien imaginer demain sur Internet que les médias et les journalistes se concentrent vraiment sur ce sur quoi ils sont bons et pertinents, c'est-à-dire la création de contenu. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, que les médias deviennent liquides, dans le sens où ils puissent proposer des contenus qui viennent s'écouler sur tout type de support, des contenus que les développeurs puissent venir prendre directement dans le média. Et donc pour revenir à ce que je disais au début, ça veut dire que les médias peuvent devenir des véritables hubs de l'information. Ils vont, à partir de l'avalanche de contenu, réussir à extraire le sens, l'amener dans un endroit identifié qui sera leur marque, et de cet endroit-là, réussir ensuite à faire écouler les contenus qu'ils ont produits, à les faire s'adapter à tout type de support. Et c'est comme ça, à mon sens, que les médias vont réussir à redevenir le nœud du processus informationnel, à redevenir des vecteurs de sens. Et c'est comme ça qu'ils resteront pertinents en tant que quatrième pouvoir. Merci beaucoup.